Allez, on vous l'avait promis, édition spéciale SCPI, aujourd'hui avec la situation de ce qui se passe sur le marché. On se rappelle, au mois d'avril, AEW avait ouvert le bal des baisses de parts. Il s'est passé pas mal de choses, notamment avec la forte baisse de parts de Capimo, la SC du groupe Primonial. Alors aujourd'hui, on n'a pas réuni notre traditionnel club des experts immobiliers. On le retrouvera naturellement au mois de décembre. Aujourd'hui, on a décidé d'accueillir de nouveaux acteurs pour avoir un autre regard sur ce qui se passe. Donc, nouveau plateau immobilier. Elle est avec nous, elle est directrice générale de Théorème, Gaëla Welgersh. Bonjour. Bonjour Jean-François. Du côté des garçons, de l'autre côté, on retrouve le président de Remake AM, Nicolas Kert. Bonjour. Bonjour Jean-François. Et à côté de vous, le cofondateur d'Irotco, Charles Duclerc. Bonjour Charles. Bonjour Jean-François. Allez, on va, naturellement, ça a été l'un des sujets à Patrimonia. J'ai plein de questions pour vous. On va commencer, si vous le voulez bien, de manière ludique. Je vais vous poser la question toute simple. Quelle est, selon vous, l'ampleur de la crise sur une échelle de 1 à 10 ? 1, c'est il n'y a pas de crise, et 10, c'est très grave. Gaëla. On va dire 3. OK. Nicolas ? Moi, je dirais 6 parce que j'attends les répliques. OK. Charles ? 5,5 à 6. OK. Parfait. Alors maintenant, deuxième question, et après on va naturellement rentrer dans le détail. J'aurais tendance à dire que dans l'immobilier, il peut y avoir 3 types de problématiques. Il peut y avoir des problématiques qui sont liées à l'immobilier, genre les stocks, les locations, etc. Il peut y avoir des problématiques liées aux financiers. On pense naturellement au niveau des taux d'intérêt. Donc ça, c'est des sujets entre guillemets d'actifs. Et puis, il peut y avoir des problématiques de passifs. Et ça, c'est des problématiques de liquidité. Alors, immobilier, financier ou liquidité, si je vous demandais de hiérarchiser les problématiques actuelles, Gaëla, vous me diriez quoi ? Liquidité, mais c'est lié justement à ces corrections. OK, on y reviendra. Donc, liquidité, vous me dites ? Immobilier. Et le troisième. OK. Charles ? Quel était le troisième ? Le troisième, liquidité, immobilier et financier. Donc je dirais liquidité en premier évidemment, financier, ensuite immobilier. Nicolas ? Et pour ma part, je dirais financier d'abord, c'est l'évolution des taux d'intérêt. Liquidité, c'est la conséquence de l'évolution des taux. Et puis troisième vague, l'immobilier, ce sera demain. OK. Alors justement, je vais commencer avec vous. Je voudrais maintenant qu'on essaie de regarder chacun de ces points pour faire un peu une sorte d'état des lieux. Immobilier, il y a un parallèle qui existe aujourd'hui, qu'on entend beaucoup. La dernière gigantesque crise qu'on avait connue sur la pierre-papier, c'était les années 90. Comment aujourd'hui vous jugez l'état du marché immobilier ? Alors effectivement, les années 90, c'était une crise immobilière, c'est aussi une crise financière. Je rappelle que il y a eu l'explosion du SME en fait à ce moment-là, au moment de la réunification en fait Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, donc des besoins de financement colossaux, donc des taux qui sont montés très haut. Mais il y a eu aussi en fait un gros problème immobilier, avec notamment en France, mais pas nécessairement dans les autres pays d'Europe, un phénomène de surproduction de bureaux essentiellement. C'est pas le cas aujourd'hui ? Alors, il se trouvait que les SCPI à l'époque étaient essentiellement investis en bureaux, donc forcément, l'impact a été assez violent sur toutes ces SCPI-là. Aujourd'hui, la surproduction, en fait, en France, mais aussi dans plusieurs pays d'Europe, dans la plupart des pays d'Europe, elle n'est pas là. C'est-à-dire que les promoteurs ont arrêté de construire avant qu'il soit trop tard, parce que les banquiers ont arrêté de prêter sur des opérations spéculatives, c'est-à-dire en blanc, relativement tôt. Donc, on n'a pas des phénomènes de surproduction, c'est juste qu'on a un phénomène de demande, notamment sur les bureaux, mais pas pour les autres classes d'actifs, qui est en retrait. Moins de demande de bureaux, donc forcément un stock qui est équivalent, une demande en baisse, et donc des déséquilibres qui doivent se produire. Ça se voit pas encore aujourd'hui complètement, parce que les taux de vacances sont quand même très raisonnables, mais on le voit à travers les durées de franchise qui sont un peu plus longues et des niveaux de loyer dans certaines capitales européennes qui commence à baisser, qu'il y a un déséquilibre qui est en train de se produire, mais qui n'est pas, mais absolument pas celui qu'on a pu connaître dans les années 90 en France et en Île-de-France. Quid du sujet de l'inflation ? Parce qu'il y a quand même une différence fondamentale avec les années 90, c'est que la désinflation est faite. Là, aujourd'hui, l'environnement inflationniste, il est quand même fondamentalement différent. Il pose évidemment plusieurs questions. Le premier point, c'est qu'on a la chance dans l'immobilier d'avoir un hedge sur l'inflation.
Donc on a une couverture partielle sur l'inflation grâce à l'indexation. Après, c'est un feu de paille, hein. C'est-à-dire que si vos valeurs locatives n'augmentent pas parce que les équilibres offre-demande en fait sont pas bons, eh bien vous pouvez avoir une indexation des loyers qui crée donc davantage de dividendes pour les épargnants de SCPI. Mais lorsque le locataire en fait arrive à la fin de son bail ou qu'il rentre en négociation, il demande quoi? À revenir à la valeur locative de marché. Donc si fondamentalement en fait les équilibres offre-demande ne se tiennent pas, que les valeurs locatives ont plutôt tendance à baisser, eh bien on a un retour en fait à la baisse. Et donc c'est pour ça que j'appelle ça un feu de paille. Donc c'est une couverture, mais seulement si les équilibres offre-demande en fait se maintiennent dans le temps. Ok, donc grosso modo, vous êtes en train de nous dire que sur le marché immobilier, il n'y a pas de changements fondamentaux qui ont eu lieu. Charles, je me tourne vers vous. Vous m'aviez mis le critère financier en deuxième position. Ce qui a mis le bazar, c'est la hausse des taux. Évidemment, aujourd'hui, la difficulté qu'on a pu voir, c'est une explosion des taux qui ont pris plus de 400 points de base. Donc, évidemment, ça a un impact sur la valorisation des actifs. Je suis assez d'accord avec mon collègue de Rimec. C'est vrai qu'il y a des déséquilibres. Ça dépend aussi des classes d'actifs. C'est pour ça que chez Hirokozen, on a une politique plus diversifiée en termes de typologie. Mais il est vrai que aujourd'hui, la principale difficulté qui a créé ce problème de liquidité aujourd'hui, c'est l'impact des taux sur les valorisations. C'est quoi? C'est l'impact de la hausse des taux ou c'est en fait la rapidité de la hausse? Les deux, aujourd'hui, on a été surpris par cette rapidité qui n'a pas de précédent dans l'histoire, mais on est surtout dans une situation très difficile parce que ça a beaucoup évolué, et donc ça doit impacter les prix. Est-ce que ça doit les impacter massivement et de façon indifférenciée sur les classes d'actifs? On pense pas. On pense que certaines classes d'actifs seront perdantes, comme le bureau, d'autres seront gagnantes, comme la logistique, dans laquelle nous sommes très présents, ou d'autres classes d'actifs plus alternatives. Gaëla, vous vous rendez compte la chance que vous avez? Vous avez dit en solution numéro 1, la liquidité. Non, c'est pas une solution. Enfin, en problème numéro 1, non mais votre réponse numéro 1, c'était la liquidité, et je vais vous interroger là-dessus. Oui, alors, en fait, c'est intéressant puisqu'on a classé cette crise de manière très différente avec mes confrères. Et moi, je la classe à 3 parce que je considère que Nicolas a raison et que celle de 90 était, on va dire, une classification autour de 7. Et qu'aujourd'hui, ça me semble pas délirant de la classer comme ça, puisque effectivement, c'est une logique exclusivement de taux. Il faut vraiment rappeler aux gens que cette crise, elle est exogène à l'immobilier, que les fondamentaux avant tout ça étaient complètement ouverts. Et je pense qu'on a oublié de le dire à nos partenaires et aux clients. C'est exogène à l'immobilier. Les fondamentaux étaient vraiment très bons, que ça soit en termes de vacances, de demandes, etc. Donc ça n'a aucun rapport avec la crise de 90 qui était immobilière et financière. Alors, est-ce que quand même, par rapport à 90, il n'y a pas quand même un changement majeur? C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a soif de liquidité, ce qui était un peu moins le cas dans les années 90. Absolument. Alors ça, c'est la vraie différence par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Je pense que pas mal de gens ont financiarisé l'immobilier, ont oublié que l'immobilier, ce n'était pas liquide, ou que quand il y avait de la liquidité, c'est parce que la société de gestion devait la construire, soit à la structuration des fonds, soit en fonction des véhicules, ça existe. On se rappelle tous la création de l'OPCI grand public, qui a été créée pour donner plus de liquidité à la compagnie d'assurance. Mais en tant que gérant immobilier, la liquidité, elle s'obtient par compensation sur la quasi-totalité des véhicules, ce qui n'a jamais posé de problème quasiment en 50 ans, sauf en 90. La dernière crise, qui est celle de 2008, il y a eu des problèmes sur les fonds institutionnels, mais les fonds grand public n'ont pas été touchés. Je le rappelle quand même. C'est très important de le souligner. Donc en gros, en 50 ans, il y a eu une fois un problème de liquidité sur les fonds immobiliers grand public. Donc il faut prendre une bonne respiration et se dire, voilà, on va pas tout bouleverser, tout changer, parce qu'une fois tous les 50 ans, il y a une problématique de liquidité. Donc on va continuer, évidemment, quand on repartira en vitesse de croisière, à offrir cette liquidité assez facilement par compensation. Je pense que nous, on a 3 SCPI, pour le coup, jeunes, qui collectent et qui offrent, ou qui pourraient offrir, on n'a pas de rachat, mais cette liquidité par compensation. C'est la logique. Chez Théorème, on a une SC où là, pour le coup, on avait une liquidité plus importante. On l'a structurée à l'origine du véhicule parce qu'on n'avait pas de frais d'entrée. On savait que ça créait de la volatilité sur les encours. Mais cette liquidité, on l'a construite à l'origine du fonds. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pas? Voilà. Mais par contre, le vrai sujet de la liquidité en immobilier, c'est qu'elle a un coût. Et qu'aujourd'hui, quand on fait une expertise qui a été demandée sur les SCPI, par exemple, à mi-année, mais une expertise classique trimestrielle dans les SC, ou celle qui va se dérouler à la fin de l'année pour les véhicules de type SCPI,
On a une valeur qui est la valeur d'expertise. Je vais pas prendre ce qui est une valeur d'expertise, évidemment, à ceux qui nous regardent, mais globalement, l'expert va étudier notre actif. Souvent, il le connaît. Il connaît le locataire, la notation de ce locataire, les flux, etc., etc. Et puis, en ce moment, bien évidemment, il intègre cet impact taux sur la valeur. Donc, il y a des petites corrections. La deuxième valeur aujourd'hui, sur le marché, c'est la valeur si on doit vendre l'actif dans cette période stressée. Et c'est ça qui gêne aujourd'hui un gérant immobilier, c'est que s'il doit céder un actif aujourd'hui, eh bien évidemment, cette liquidité, elle a un prix. Alors Gaëlla, vous dites, je ne veux pas expliquer aux gens qui nous écoutent la valeur de l'expertise. Si, on va le faire. On va le faire et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai toujours tendance à dire que, alors les valeurs d'expertise, les valeurs de reconstitution, on s'est mis à en reparler quasiment pendant 10 ans, on les regardait même pas. Là, on en reparle parce que, notamment, l'autorité des marchés financiers a demandé une évaluation en milieu d'année via les associations professionnelles, qu'il s'agisse de l'ASPIM, qui recouvre la majorité des membres de la profession, ou de l'AFG qui recouvre quelques acteurs. Je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que dans mon esprit d'épargnant final, mais également dans mon esprit de conseiller, en particulier quand on fait une déclaration à l'IFI, on doit déclarer une valeur vénale. Donc la valeur vénale, c'est quoi? C'est la valeur du bien le jour J, si je dois le vendre ce jour-là. Est-ce que les valeurs d'expertise sont une valeur vénale ou pas, Nicolas Kerr? Parce que dans ce que j'ai entendu de la part de Gaëlla, j'ai pas eu ce sentiment-là. Alors oui, parce qu'il y a quelques précisions à donner sur la méthode d'évaluation des SCPI. Alors non, dans votre déclaration IFI, Jean-François, vous déclarez votre prix de retrait et pas votre valeur vénale. Donc, première chose. D'autre part, la plupart des fonds aujourd'hui disponibles dans le marché, valeur mobilière, valorisent en valeur liquidative. Donc, ils créent une valeur liquidative qui est la somme, en fait, de la valeur de marché, alors d'expertise pour des actifs non cotés ou de marché pour des actifs cotés, qui détermine une valeur liquidative et vous achetez ou vendez sur la base de cette valeur liquidative. Donc, il n'y a pas de décote. En déduisant les charges, dettes, amortissement du fonds. Exactement. Évidemment. C'est vraiment à la date de l'établissement de la valeur. Voilà. Il se trouve que sur la SCPI, on a un mécanisme qui est différent puisqu'on a 3 valeurs. La valeur comptable, qui est la valeur historique, plus les travaux investis. La valeur de réalisation, on va y revenir. Et puis, cette fameuse valeur de reconstitution qui est le point pivot autour duquel vous pouvez émettre des parts de SCPI à plus ou moins 10%. Et ça, c'est à la main de la société de gestion et uniquement à sa main. Donc, c'est un prêt administré. C'est un prix administré, exactement. Si on revient sur la valeur de réalisation, ça ressemble effectivement à un actif net réévalué. Il y a des toutes petites subtilités liées en fait au plan comptable de la SCPI, mais globalement, on va retenir que c'est un actif net réévalué, donc il prend en compte effectivement les actifs et aussi les passifs de la SCPI. Et la particularité, c'est qu'on expertise une SCPI une fois par an, parce que à la fin de l'année, l'expert passe, et puis on a ensuite une AG 4-5 mois après, donc on va dire au mois de mai de l'année suivante, où l'Assemblée générale se voit valider les différentes valeurs dont j'ai parlé. Comptable, réalisation et reconstitution. Et à partir de là, à partir du moment où l'Assemblée générale a validé ce prix, eh bien on fixe cette valeur de reconstitution, et là, la société de gestion peut bouger à l'intérieur de son tunnel de plus ou moins 10%. D'accord, mais cette évaluation, moi j'en reviens à la chose suivante. Est-ce qu'on prend en compte d'autres éléments que la valeur de marché à l'instant T dans cette valeur de reconstitution ou pas? Je vais prendre un exemple tout bête pour bien me faire comprendre et pour qu'on essaie de bien comprendre les prix qui sont indiqués, puisque tout le monde ne fonctionne pas de la même façon et c'est quand même un sujet majeur. Je suis propriétaire d'un immeuble sur lequel j'ai mon locataire qui s'en va. On va prendre un exemple comme ça. Donc, j'ai de la vacance. A priori, si j'ai mon immeuble qui est vacant, il va valoir moins cher. Est-ce que, vous êtes expert, Nicolas, vous passez pour faire analyser mon immeuble, est-ce que vous me dites, monsieur Filiatre, grosso modo, vous avez plus de locataire, c'est moins 25 de décote? Oui, ça marche prosaïquement comme ça. On va simplifier, oui. Mais ça marche prosaïquement comme ça. Après, il y a évidemment des cas particuliers. Même si je vous dis, mais dans 3 mois, j'en retrouve un? Parfois, un immeuble vide a plus de valeur qu'un immeuble plein. Si vous avez un foncier sur lequel vous pouvez développer des choses, ça a plus de valeur, mais globalement, dans les SCP, on est plutôt dans le schéma que vous décrivez. J'observe juste une chose, c'est que quand un expert vient valoriser un actif, il va regarder cet actif et il va le comparer aux dernières transactions qui ont été réalisées. Par exemple, le mois d'avant. S'il trouve pas de transaction similaire le mois d'avant, il va regarder le mois encore d'avant, etc. Sauf que la transaction qui est passée devant notaire et qui est devenue quasi publique, elle a été négociée 4-5 mois avant, parce qu'il y a le délai de la promesse, il y a la négociation sur les prix, il y a les diligences. Et donc, du coup, il est en train de faire une comparaison par rapport à quelque chose qui s'est négocié un peu en amont. Donc, il y a forcément un décalage entre la fixation de son prix, parce que l'actif qui va valoriser, il est unique, parce qu'il n'est pas ressemblant à ce qui a pu se passer, et en plus, c'est une négociation qui est un peu lente. Du coup,
On va pas faire de procès sur les experts, c'est pas du tout le cas. Mais il faut bien comprendre que quand on évalue un instant T, on n'est pas forcément rigoureusement sur un prix de marché. Et c'est aggravant parce qu'en ce moment, il y a très peu de comparables. Et parce que ça bouge vite. Alors, Parce que ça bouge très très vite. allez, j'entends les arguments. Il y a très peu de comparables. Est-ce qu'il y a une omerta sur les prix? On a l'impression qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une transaction, personne veut dire le taux. Non. Charles. Beaucoup d'acteurs aujourd'hui, la transparence est un point important. Nous, c'est inscrit dans nos valeurs chez Hiroko. D'accord, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelques vendeurs. Il y a quelques vendeurs qui n'ont pas envie de dire j'ai acheté un truc à 7 et je le vends à 12. Non, je pense que effectivement aujourd'hui, quand vous êtes vendeur, vous ne déclarez pas ça. Vous n'allez pas faire un communiqué de presse là-dessus. En revanche, nous acheteurs, on communique de façon très transparente. De toute façon, aujourd'hui, il y a une base qui est accessible à tous. Au bout de 4 mois, vous avez les valeurs de tout le monde. Les experts sont assez transparents. On donne tous nos informations. Donc, je suis assez d'accord avec le décalage. C'est pas la faute des experts, c'est que souvent ils n'ont pas de comparables. J'ajoute à ça quand même un modulo sur la classe d'actifs. Ils anticipent quand même un peu les experts, parce que ils prennent pas que les comparables passés. Et donc il y a des classes d'actifs sur lesquelles ils savent que la demande baisse. Et dans ce cas-là, ils peuvent anticiper une baisse un peu plus forte dans les expertises. Charles, comment on prend en compte dans les expertises les loyers et l'indexation des loyers? Parce que j'entends l'argument des taux. Donc grosso modo, les taux remontent. Donc on se dit que les rendements souhaités par les nouveaux investisseurs vont être plus élevés et ça fait baisser la valeur des actifs. Ça, en termes d'expertise, je le comprends bien. Comment on intègre les problématiques d'indexation des loyers dans les expertises? C'est encore une fois une question de classe d'actifs et c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure. Selon la capacité de la classe d'actifs à attirer des locataires, vous aurez plus ou moins d'attente à trouver un nouveau locataire et plus ou moins de capacité à absorber l'inflation. Donc, si on prend des SCPI qui sont très logistiques, comme Login, comme nous, on a 40% de logistique, on a un petit avantage comparatif pour ça parce qu'il y a une forte demande dans cette classe d'actifs. D'autres SCPI plus historiques, les bancaires par exemple, ont des SCPI très marqués bureau et donc parce que la baisse, comme Nicolas l'a expliqué, en bureau, la demande baisse un peu, vous aurez effectivement peut-être des comparables un peu moins bons, en tout cas une expectative un peu moins bonne de la part des experts. Gaëla, je me tourne vers vous, notamment sur votre SC Théorème, vous avez une forte ouverture pan-européenne. Dans le club des experts immobiliers, la dernière fois, on avait dit, oui, on constate quand même que les experts, selon les pays, ils réagissent pas de la même façon. Pourquoi ? Il y a cette logique de taux variable dans certains pays et il y a une volonté de certains pays aussi de rester attractifs sur le marché immobilier. En fait, je pense que si certains l'ont fait très rapidement et très fortement, c'était pour pouvoir augmenter leur taux de rendement rapidement et donc continuer à être attractifs, notamment sur le marché institutionnel à l'acquisition. Je pense que ça a été une des grosses, en tout cas, une partie importante de cette décision, mais c'est surtout... je pense, puisqu'on parle des pays qui ont vraiment corrigé très fortement, donc en l'occurrence les pays anglo-saxons, les Nordiques et l'Allemagne plus étonnamment sur cette période, je pense que c'était cette volonté-là en fait. Ok. Moi, je rajouterais également, Gaëla, la rapidité de transaction dans les pays que tu citais, alors pas l'Allemagne, parce que ça c'est le en Angleterre, c'est un mois pour clôturer un deal. On achète beaucoup d'ailleurs sur Login au UK actuellement. C'est vrai qu'on peut acheter en un mois sur ces pays-là. Et du coup, la transparence du marché, elle n'est pas plus forte, mais en tout cas, elle est plus rapide. Et la culture éto que vous citiez tout à l'heure est très importante, puisque c'est vrai que nous, on est un tout petit peu protégés, parce qu'on a beaucoup emprunté à taux fixe. Dans les pays anglo-saxons, ils empruntent beaucoup à taux variable, donc il faut tout de suite corriger. Ok. De l'expertise pour les nuls, on va continuer. Il y a plusieurs types d'expertise. Il y a un expert externe, on peut faire par lot, etc. Donc, je vais vous poser une question simple. En pratique, sur vos SCPI, donc Login, Hiroko et Remake Life, qu'est-ce que vous avez fait en pratique cet été et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Gaëla, je commence avec vous. Alors, on a les deux. On a un expert externe, évidemment, indépendant, et on a un évaluateur interne. Et c'est pas un choix, c'est une obligation. Donc, on a quelqu'un à l'extérieur qui fait l'expertise et nous, on la valide en interne avec, évidemment, on les challenge ou pas. Nous, on a fait, évidemment, même si c'était un petit peu ridicule compte tenu de la jeunesse de notre SCPI, puisqu'elle a été créée en octobre, on a acheté les premiers actifs en décembre et les autres en 2023, mais on a fait l'exercice. Et en se prêtant à cet exercice, sans surprise, mais avec beaucoup d'humilité, notre valeur s'est appréciée parce que, bien sûr, nous avons acheté sur un marché logistique très fortement corrigé, en l'occurrence en Europe. Ok, donc vous avez évalué tout le patrimoine par un externe. Alors, sauf ce qu'on avait acheté au cours du dernier trimestre, puisque c'était... D'accord, vous considériez que vous aviez le prix juste, c'était le dernier trimestre. Charles, qu'est-ce que vous avez fait, vous, chez donc nous, on a décidé, nous aussi, de faire l'intégralité du patrimoine en expertise externe. Évidemment, revalidé derrière par notre expert interne. Je pense que pour les SCPI les plus jeunes, c'était quand même un gage aussi de fiabilisation de nos données.
on a à peu près la même chose. Notre SCPI, elle a un peu plus d'âge. Donc, le patrimoine acheté, on va dire, avant mi-2022, a plutôt corrigé à la baisse, on va dire de peut-être 2-3%. Le reste du patrimoine a plutôt corrigé à la hausse. Pareil, de plutôt 2,5-3%. Ce qui fait que nous, on est pile poil au-dessus de notre valeur de réalisation et en progression de 3,8% sur la valeur de la part. Nicolas Kert. C'est important de poser ces questions parce que j'observe dans le marché qu'il y a des méthodologies qui sont très différentes. Alors on peut comprendre que des portefeuilles qui ont 500 immeubles, 1000 immeubles, voire plus, c'est très compliqué au mois d'août d'aller demander aux experts, d'aller visiter tous les immeubles d'un coup. Donc il y a eu des méthodes statistiques qui ont été prises en compte. Il y a eu, comme Remake Live, en fait, la volonté de tout expertiser. Donc ça a été le cas et on a atterri à la valeur de reconstitution. Donc aujourd'hui, on émet en fait à la valeur de reconstitution à 10 centimes près, à 20 centimes près. Et puis il y en a eu aussi qui ont décidé de pas réexpertiser. Donc du coup, ça pose quand même la question de savoir, oui, alors du coup, cette valeur de reconstitution qui est déterminée aujourd'hui, qui est parfois passé en conseil de surveillance, mais qui ne l'est pas. Nous, on n'est pas passé en conseil de surveillance pour valider notre valeur de reconstitution, tout simplement parce qu'on n'en a pas besoin. On pourra peut-être revenir sur ce. Non, mais on va pas attendre. On va tout de suite. Tout à l'heure, vous m'avez dit, et c'est vrai, la valeur de reconstitution, elle est votée en assemblée générale. Oui. Et ça a lieu en général en fin d'année, puis après on fait l'assemblée générale au premier semestre et on valide. Là, comment on va faire ? Alors, il y a un point technique sur lequel je vais revenir, c'est que la société de gestion peut émettre un prix à plus ou moins 10% de la valeur de reconstitution. Supposons que vous évaluiez votre portefeuille et que votre portefeuille baisse de 15%. Fatalement, il y a de grandes chances pour que votre... Vous allez sortir de la fourchette. On sort du tunnel. Ouais. On sort du tunnel. Et en fait, sauf à attendre la prochaine AG qui va valider les nouvelles valeurs de reconstitution, ce qui est très très loin, évidemment, vous pouvez convoquer un conseil de surveillance qui va valider ces nouvelles valeurs, donc la nouvelle valeur de reconstitution, assise sur des nouvelles valeurs d'expertise, et donc vous allez pouvoir redécaler votre tunnel et vous retrouver en fait avec un prix d'émission qui soit conforme. Pour être sûr que j'ai bien compris, si je suis dans le tunnel, la société de gestion peut fixer la valeur. On est bien d'accord. Comme elle le souhaite. On est en train de, quand je dis si on est dans le tunnel, on est en train de traiter le cas de la majorité des SCPI de la place, c'est-à-dire des SCPI qui sont à capital variable. Donc, la société de gestion, elle se positionne dans le tunnel, elle prend sa décision, basta. Absolument. Ensuite, si jamais, suite à une valeur de reconstitution, on sort du tunnel, soit à la hausse ou à la baisse, on a l'opportunité éventuellement de le faire valider par le conseil de surveillance. Et quoi qu'il en soit, alors, on a une responsabilité un peu fiduciaire de faire bouger son prix, parce que si on sait que les valeurs ont baissé et qu'on ne change pas son prix d'émission, on est virtuellement hors des clous. Et donc, du coup, on convoque un conseil de surveillance. C'est pas l'opportunité, c'est on le fait. On fixe ces nouvelles valeurs et on change le prix. Je suis d'accord avec Nicolas, et c'est vrai que l'esprit de ce que l'AMF nous a demandé cet été, et c'est pour ça que je rejoins votre interrogation sur les gens qui ont décidé de le faire que par évaluation interne. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est rassurant pour tous nos clients, tous nos souscripteurs, que toutes les sociétés de gestion fassent cet effort, au moins en statistique ou sur une partie du patrimoine, parce que c'est ce qui permet aussi de dire aux gens, nous sommes dans la bonne valeur, et si on ne l'est pas, on convoque un conseil de surveillance et on change la valeur. Parfait. Je reviens sur le sujet de la liquidité. Après, il y a plein d'autres sujets. Ça fait on a encore un peu de temps. On va un peu déborder, je vous le dis tout de suite. C'est la conclusion de l'émission, mais la conclusion va pas être totalement ramassée. Je reviens sur le dossier de la liquidité et des SC. Prenons un exemple pratique. Vous avez, une SC chez Théorème. Elle s'appelle Pythagore. Vous êtes censé apporter un peu de liquidité à vos partenaires assureurs pour les aider. Même si en pratique, c'est quand même eux qui prennent l'engagement vis-à-vis du client d'assurer la liquidité. Comment se sont passés les 12 derniers mois ? Plutôt bien. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est une jeune société de gestion, mais et puis qu'on avait des assureurs un peu historiques, notamment celui qui nous a accompagnés au lancement de la SC. Mais on a eu de très bonnes anticipations, je pense, chez Théorème. Et les jeunes acteurs ont dû aussi avoir cette logique d'augmentation des taux. Donc, en fait, dès l'été 2022, on avait changé le mode de gestion de Pythagore déjà. Et dans ces changements, en dehors de ce qu'on a acheté, pas acheté dans la SC, on avait majoré la poche de liquidité. Alors, on espérait que ça soit pour acheter en 2023 dans les meilleures conditions, mais on avait aussi envisagé, notamment avec mon associé Romain à l'époque, qu'il pouvait y avoir des sorties massives du véhicule. Le fonds détenait déjà 15% de liquidité intrinsèque, prudentielle. On a majoré ce montant de liquidité au 31 décembre 2022 pour faire face éventuellement à ces rachats. Ça ne veut pas dire que c'était pour accompagner l'assureur sur ses propres responsabilités. C'est juste qu'en tant que société de gestion,
Oui, l'assureur porte la liquidité. En plus, il la portera jusqu'à ce qu'on soit capable d'établir une valeur liquidative. Parce que en ce moment, on parle beaucoup d'H2O, où on dit les assureurs se sont libérés de cette obligation. Non, c'est juste parce que cette société de gestion n'était plus en mesure d'établir une valeur liquidative. Tant qu'on est capable d'établir une valeur liquidative, l'assureur portera la liquidité. Donc, ça sert à rien de sortir parce qu'on a peur d'être le dernier. Ça n'arrivera pas. Et donc, on a parlé de tout ça, évidemment, avec les compagnies d'assurance très tôt. Et on a commencé à avoir des rachats, nous, dès le mois de février, comme globalement notre confrère dont on parle beaucoup actuellement. Et on a évidemment satisfait à ces rachats dans la SC puisqu'on les avait provisionnés. Mais ça ne veut pas dire que l'assureur ne fait pas face à ses responsabilités. On a des relations très proches avec eux et ils ont bien l'intention d'être au rendez-vous. Malgré tout, je vais quand même poser la question parce que le sentiment qu'ont les distributeurs et tout ça, c'est dire les assureurs, ils sont un peu faciles, quoi. Grosso modo, ils écrasent les prix des parts pour éviter des flux de sortie. Oui, alors en fait, le problème de l'immobilier actuellement, c'est qu'on, contrairement à certains fonds financiers, on peut pas faire de swing pricing. On peut pas donner une valeur. On rappelle, le swing pricing, c'est une technique qui consiste à dire que quand on a un actif et qu'on n'a pas de prix, on peut le décoter, notamment pour des raisons de liquidité. Sinon, évidemment, on ferait une VL pour ceux qui restent dans le fonds et puis une VL pour ceux qui veulent sortir et donc qui payent la liquidité de. Voilà, ça serait génial, mais ça n'existe pas. Et quand on a satisfait à un montant de rachat important, comme c'est notre cas, on a donné près de 26% de liquidité à ce stade de Pythagore. C'est énorme pour un fonds immobilier. C'est quasiment autant que la liquidité d'un OPCI grand public quand même, pour une SC, donc c'est colossal. Nous, on est dans l'obligation, c'est pas le cas de toutes les SC, mais dans l'obligation statutaire de reconstituer cette liquidité. C'est-à-dire qu'on doit la rendre à un moment donné. Donc l'assureur, il porte, mais à un moment, il faut quand même la rendre, cette liquidité. Et cette liquidité, elle a un prix. Et le prix de cette liquidité, comme je viens de l'évoquer, comme on peut pas faire deux valeurs, celui qui reste et celui qui sort, on est bien obligé de passer l'intégralité des plans de cession qui sont évidemment provisionnés immédiatement dans la VL. C'est ce qui a expliqué notamment la baisse très forte de Capimo. D'accord, mais ça veut dire en pratique que quand on recollectera, on recommencera par recréer des poches de liquidité avant de commencer à réinvestir. Alors, soit c'est effectivement la liquidité créée qui va rembourser ce que portent les assureurs. Donc, au moment de la réouverture d'une valeur, je ne vais pas vous expliquer le mécanisme sur Pythagore par exemple, mais je le connais un petit peu sur Capimo. Capimo rembourse au fur et à mesure, je crois. Nous, on remboursera plus tard si on doit réouvrir à une certaine date. Débat politique. Très rapidement, est-ce qu'on n'a pas eu tort de vouloir... Moi, j'entends l'argument de la liquidité à un coût. Et à la rigueur, moi, j'aurais presque tendance à chatouiller le régulateur de la manière suivante. La liquidité, c'est un phénomène impératif pour les instituts. Les instituts, ils ont tous besoin de liquidité parce qu'ils ont un actif passif. Je suis pas convaincu qu'un client particulier, il ait tant besoin de liquidité surtout, et la preuve, c'est que son principal actif patrimonial, c'est-à-dire sa résidence principale, est totalement illiquide. Et pourtant, le système, collectivement, régulateur en tête, a fait le choix de foutre de la liquidité partout. Et donc de faire payer le prix de la liquidité à la clientèle finale. Donc c'est bien de nous parler des frais à nos amis de l'AMF et de la CPR, mais grosso modo, on fait porter un coût au client qu'il n'a pas forcément demandé. Est-ce qu'on n'a pas mis trop de liquidité dans l'immobilier, Nicolas? On est face à un choc obligataire qui est juste gigantesque. L'immobilier réagit à l'environnement de taux. Je rappelle que l'État émettait à 0%, il émet aujourd'hui à 3%. Donc on a eu des remontées de primes de risque qui sont colossales. Et tout ça en un espace de temps extrêmement court, 12 mois. L'immobilier n'arrive pas à s'adapter en 12 mois. Il sait pas le faire. Quand ça casse, en fait, quand il y a une rupture comme celle qu'on connaît aujourd'hui, ça fait mal, quoi. Si on avait eu, en fait, une remontée, et on peut l'espérer, mais là, ça s'est pas passé comme ça, gentille des taux, les portefeuilles se seraient transformés, il y aurait eu des cessions, des réinvestissements à des taux de rendement plus élevés, une relution du taux de rendement. Et donc, les investisseurs auraient été satisfaits des nouveaux taux proposés par les fonds immobiliers. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on n'a plus de liquidité sur certains produits, c'est parce que la perf n'est pas acceptable pour les nouveaux investisseurs. Donc, du coup, j'ai pas envie de souscrire parce que je considère que ça, à 4%, ça a moins d'intérêt que d'acheter une obligation d'État américaine. Donc, j'achète pas. C'est pas parce que le produit est pas bon. C'est juste qu'il a mieux ailleurs. Et donc, conséquence, comme on est sur des fonds sur lesquels la liquidité est contrainte, on se retrouve avec un problème de liquidité. C'est pour ça que moi, j'ai mis les taux en pire que le 4,5, c'est d'avoir, pour la première fois depuis un paquet d'années, des fonds immobiliers qui sont en contre-performance.
Là, c'est carrément contre-intuitif. Là, c'est carrément contre-intuitif. Ça ne peut pas arriver, en fait. Pour répondre à votre question sur l'aspect politique, c'est d'abord la SCPI, elle n'est pas si liquide que ça. La SCPI a une liquidité qui est quand même contrôlée en partie, puisque le mécanisme fait que vous faites rentrer quelqu'un, vous annulez une part, et vous faites rentrer quelqu'un à la place. Donc, c'est pas une liquidité qui est extrême. Je pense que dans la SC comme dans les OPCI, il y a une liquidité plus forte. La SCPI n'est pas si liquide que ça. Elle est liquide parce qu'en fait, c'est devenu un très gros marché. Alors, si je peux me permettre, la SC n'a pas plus de liquidité qu'une SCPI. C'est la nôtre qui avait plus de liquidité que la majorité. La moyenne, c'est 5%. Oui, et je pense qu'on a dans une SCPI en général toujours 5% une SCPI en croisière. Et tout ça pour dire que je pense qu'on a donné la liquidité. C'est pas une liquidité immédiate, et je pense que c'est très bien qu'on l'ait fait comme ça. Et la liquidité d'aujourd'hui, elle est plutôt liée au fait qu'on a des gros volumes. C'est le volume de la SCPI dans les années 90 était peut-être 100 à 500 fois inférieur à ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est grâce à ça qu'on a la liquidité et pas... J'espère que les gens se souviendront de ce que j'ai dit. C'est arrivé une fois en 50 ans. Donc, le reste du temps, on a cette liquidité par compensation et ça pose aucun problème. C'est important quand même de parler de positif. OK. Alors, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble, donc on va dépoter parce que j'ai encore plein de sujets. Tout à l'heure, il y a un peu un match qui a été lancé entre les SCPI neuves contre les SCPI historiques. On va faire un pitch très rapide de vos offres et surtout, je voudrais que vous m'indiquiez pourquoi vous êtes allé sur ces segments-là et quelle était votre analyse, si possible, en quelques mots. Charles, je commence avec vous sur Eurocausen. Plaisir, on a créé Eurocausen donc, comme une SCPI sans frais d'entrée, avec une logique de diversification afin d'obtenir un rendement maximal pour nos investisseurs. Donc c'est une SCPI diversifiée. Gaëlle, login. Alors nous, on voulait investir l'immobilier dans la réindustrialisation en Europe. Donc c'est un fonds de conviction qu'on a pensé avant d'imaginer qu'il serait une SCPI. Donc on voulait vraiment parler réindustrialisation et souveraineté numérique, et c'est devenu la SCPI Login, donc qui investit alors très majoritairement en logistique parce que c'est un pan, ce qu'on appelle l'industriel, dans 8 pays en Europe. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de pouvoir profiter de la période actuelle pour servir un taux de distribution dans son marché. Nicolas Kert, Remake Live. Remake Live, donc une SCPI sans commission de souscription également, diversifiée sectoriellement et géographiquement, avec une petite différence qui a quand même du sens selon nous, c'est qu'on achète des immeubles en pleine propriété sur des grands terrains, c'est ce qu'on aime faire. Pourquoi ? Parce qu'on envisage sur le moyen terme ou le long terme de faire quelque chose de ces immeubles un jour, peut-être, et donc d'avoir un moteur de performance supplémentaire, c'est la valorisation en fait du foncier un jour. Voilà. Ok. Est-ce que, alors dans ce match, bon, il y a les arguments, on a des flux, donc on n'achète pas au même taux que ceux qui ont du stock. Bon, enfin, on va peut-être pas revenir, on en a déjà parlé tout à l'heure dans les valeurs d'expertise. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de rentrer dans une nouvelle ère dans l'offre produit ? Je vous dis ma lecture et puis vous contredisez éventuellement. La SCPI historique, grosso modo, elle a une structure d'actifs, c'est le marché. C'est principalement du bureau, plus des trucs à côté, mais c'est une diversification qui est une diversification adapté à la structure de marché, à la structure de l'offre. Ça, temps 1. Après, il y a des acteurs qui arrivent et qui disent, moi, finalement, ce que je mets à l'intérieur, c'est pas mon sujet. Le seul truc qui va m'importer, c'est le taux que je vais afficher. Genre, je vais vous afficher du 6%. Quand les rendements sont à 0, on dit, oh là là, formidable. Est-ce qu'aujourd'hui, la nature de la SCPI n'est pas en train de changer ? Parce que la première, l'historique, on voit bien qu'elle est encalaminée dans son marché, mais elle y est pour rien, c'était son positionnement. Oui. La deuxième, potentiellement, on peut aussi avoir des difficultés, parce que 6% quand les taux sont à 0, c'est pas tout à fait la même chose que 6% quand les taux sont à 4, et qu'on a des fonds datés qui sont capables d'apporter du 7. Donc vous, comment vous voyez les choses ? Il y a pour vous une vraie évolution dans l'offre marketing qu'on doit mettre dans la SCPI ? Il n'y a pas une évolution, il y a un retour vers ce qu'est la SCPI, c'est un véhicule de distribution. Et donc, dans les années à venir, et compte tenu de l'augmentation des rendements que nous, on va avoir dans nos SCPI, mais d'autres pourraient, en faisant des arbitrages et en modifiant un peu leur portefeuille, revenir sur des bons fondamentaux. Ce qui est plus difficile. Ce qui est plus difficile, mais ils peuvent y parvenir s'ils arrivent à collecter. Donc, on va revenir sur des rendements élevés sur un véhicule de distribution. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que la personne qui cherche un revenu complémentaire pour sa retraite, elle vient subitement de passer de 4,5% à 6%. Puisque pour nous, je pense que mes confrères vont pas me contredire, on va plutôt être dans un 5,5-6 que dans une moyenne de 4,5 dans les années à venir. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. La logique de la SCPI, c'est ça. C'est
le versement d'un revenu complémentaire. Nicolas Kert, la distribution de plus-value, c'est mort? Parce que ces dernières années, on entendait quoi? Ah, on a distribué tant, il y avait tant de plus-value, etc. C'est fini? En fait, depuis 10 ans, on nage dans une mer en fait, où les taux baissent, et quoi que vous investissiez grosso modo en immobilier, ça se revalorisait, donc vous constituez des plus-values sans trop d'efforts en asset management. Bon, il fallait pas faire de grosses erreurs, mais bon. Et donc du coup, si j'arbitre en fait un actif qui génère une plus-value, je stocke cette plus-value dans mon bilan, dans mon passif, et je peux distribuer en fait cette plus-value en plus de mon dividende. Ce qui fait qu'on avait des dividendes versés par les SCPI en fait qui étaient plutôt sympas. Aujourd'hui, nous, on est plus dans l'idée que les taux en fait sont remontés, donc on va capturer des rendements plus élevés, c'est vrai, Gaël a raison, mais il n'est pas dit que les taux qui remontent aujourd'hui ne pourraient pas rebaisser demain. Donc on pourrait aussi créer de la plus-value latente sur les immeubles qu'on est en train d'acheter aujourd'hui dans un market timing qui est optimal. Charles, je viens vers vous maintenant sur la question. Tout à l'heure, vous m'avez dit, vous étiez tous les deux du même côté avec des SCPI sans frais d'entrée, alors que du côté de Théorème, il y a l'approche traditionnelle avec des commissions de souscription. Est-ce que ça ne vous fait pas peur en termes de liquidité, en train de se dire, mais si on entend bien l'argument aujourd'hui, les gens vont pas sortir parce qu'ils ont payé 10%, donc s'ils sont rentrés il y a 3 ans, ils vont pas sortir aujourd'hui. Si on rentre à zéro, est-ce que vous ne craignez pas d'avoir des sujets de liquidité plus importants que les autres SCPI? Je pense que c'est de bonne guerre qu'une partie du marché nous impute ce risque-là. Aujourd'hui, on pense que déjà l'AMF nous a imposé, Remec comme à nous, une pénalité de sortie dans les 3 à 5 ans du début de nos SCPI. Donc déjà mécaniquement, on peut pas sortir du jour au lendemain. Ensuite, le deuxième point, et ça revient à ce que vous disiez juste avant, c'est est-ce qu'il y a un changement de paradigme dans les jeunes SCPI? En tout cas, chez Iroko, nous, ce qu'on a souhaité, c'est avoir une SCPI relativement opportuniste en termes de classe d'actifs pour pouvoir se repositionner sur les meilleurs rendements. Notre cible, ce que vous disiez, c'est de viser le meilleur rendement. Donc en fait, ce qui va attirer pour nos clients et ce qui va le faire rester, c'est est-ce qu'on va rester compétitif? Est-ce qu'on va continuer? Ça fait quand même la 3e année qu'on va servir du 7+. C'est, je pense, jamais vu dans l'histoire des SCPI. Donc, c'est un peu ce qu'on vise. Je pense que c'est pareil chez Remec et chez d'autres. C'est le rendement fera la fidélité. Allez, je vais vous demander à chacun une réponse en 2 mots. On va les faire vite. Les critères à regarder aujourd'hui sur lorsque je regarde une SCPI. Charles, vous me diriez quoi? Puisque je vais rester avec vous, tiens. Aujourd'hui, je considère, et je viens de le dire, que le taux de rendement, donc le TDVM, reste le sujet numéro 1. Les plus-values potentielles, c'est pas le métier de la SCPI, je suis d'accord avec Gaëla, c'est un métier pour servir du rendement récurrent, pour les notamment dans le cadre de la retraite. Pour les SC, donc, par exemple. C'est le TDVM qui doit rester numéro 1. Ensuite, on peut regarder en deuxième rideau d'autres leviers. La crise actuelle nous fait penser que le levier étant plus proche de -10 ou de +10 en valeur de reconstitution est un élément. Donc l'écart par rapport à la valeur. valeur. Mais il y en a plein d'autres. Ok. Gaëla, plein d'autres, vous diriez quoi, vous? Alors moi, je pense qu'il faut pas jamais regarder une SCPI, mais il faut vraiment donc parler de diversification. Donc je vais parler de login parce que c'est une brique seulement, login d'une allocation SCPI, c'est important. Bon, nous clairement, on est des acteurs, on ne sait pas créer un fonds français. Donc la granularité géographique, elle est très importante. On le voit aujourd'hui d'ailleurs par rapport à ce qu'on vit. Tous les pays ne réagissent pas de la même manière. Et donc, nous, on offre la brique logistique et industrielle et numérique d'une allocation d'un client. Et puis, ils peuvent aller ailleurs chercher d'autres stratégies. Et je pense à la réversibilité qui est intéressante aussi sur les SCPI aujourd'hui. Le patrimoine, on a vu qu'il fallait pas qu'il soit statique, mais réversible. Je pense que Remec fait un travail intéressant, en tout cas, pour l'instant intellectuel, et peut-être demain... L'intellectuel, il en pense quoi? Pour moi, il y a l'héritage, il y a le futur. Exactement. Il y a l'héritage, il y a le futur. L'héritage, c'est quoi? C'est la SCPI, non pas qui a acheté en fait en haut de marché, en bas de marché. J'entends même, elles ont mal acheté, elles ont beaucoup collecté. Ouais. C'est pas vrai. On a acheté, elles ont acheté au prix de l'époque. Voilà. Donc on peut pas faire ce mauvais procès. En revanche, surtout, elles ont acheté avec le pognon qu'on leur a donné. Mais oui. Alors, et donc, quand je parle de l'héritage, elles ont acheté avec la feuille de route qu'on leur donnait en fonction des SCPI. Le gérant, il avait sa feuille de route et il a acheté au prix du marché de ce moment-là. Le gars qui fait du bureau QCA à Paris dans son cahier des charges, on lui file du pognon, il a acheté du bureau QCA à Paris. Et je pense si c'est à 2%, absolument. On peut juger de la pertinence, mais en tout cas, si c'était le cahier des charges, il l'a fait. Mais simplement, l'héritage, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a certaines SCPI qui ont eu beaucoup de clients qui sont rentrés à un moment donné, qui sont rentrés sur des niveaux de taux de rendement assez bas, donc je sais pas, 4%, etc., et qui peuvent juger aujourd'hui, si en plus il y a des problèmes de liquidité, c'est encore plus compliqué, mais que ce niveau de performance historique qu'ils ont est faible. Je rappelle quand même que la capitalisation a certes doublé depuis 2015 dans les SCPI, mais ça veut dire qu'on a quand même la moitié des clients qui ont investi avant 2015 sur des taux de rendement servis par les SCPI
SCPI supérieurs. Donc aujourd'hui, même si les prix baissent, ils ont quand même des taux de rendement servis en valeur historique qui sont bons. Et après, il y a le futur. Donc ça permet déjà de choisir, je dirais, dans les SCPI sur lesquels il y a eu de gros investissements et beaucoup d'épargnants qui ont investi sur des taux bas. Et puis après, c'est le futur, c'est la stratégie d'investissement. Et là, je rejoins Gaëla, c'est que quand bien même on dise qu'on est les meilleurs, il faut évidemment diversifier, surtout lisser les points d'entrée en tant qu'épargnant. Ok. Lisser les points d'entrée, ça c'est vraiment le point le plus primordial. Dans quelques minutes, je vais vous révéler le taux moyen souhaité par les distributeurs pour remettre les SCPI en tête de gondole. Mais avant, on est à 39 minutes. Décidément, c'est toujours pareil, c'est débat SCPI, on a tellement de choses à dire. Mais cela dit, je pense qu'on avance aussi dans notre culture et dans notre connaissance des sujets. Quelques remarques que j'ai entendues et sur lesquelles je voudrais avoir vos réactions. Je vais n'en prendre qu'une dans les 3 que j'avais notées. Notamment dans le sondage, il y a quelqu'un qui nous a dit « Même une SCPI qui délivre en 2023 du 6% ne me fera pas partie de ma préconisation. Disons qu'à partir de 5,25, nous pourrons nous y intéresser si la VL a baissé. » Y a-t-il un critère de une VL qui a baissé, c'est une opportunité, et une valeur qui n'a pas baissé, c'est une suspicion? Charles le disait tout à l'heure, ceux qui n'ont pas fait d'expertise externe, si ça se sait sur le marché, c'est pas de nature à rassurer nos partenaires, très clairement. Je pense qu'aujourd'hui... Donc, dans les critères qu'il faut regarder, il faut regarder comment a été fait l'expertise. Ah non, mais nous, on juge pas. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui, je suis assez d'accord, c'est quelque chose qui serait assez pertinent. Et je pense que dans l'absolu, la réponse à cette question, c'est pas de se dire, faut-il qu'il y ait une baisse de valeur, c'est est-ce que le patrimoine est a été expertisé, correctement, a été expertisé. En fait, la baisse de valeur, ça va juste permettre de reluer un peu les rendements de certaines SCPI historiques, tant mieux pour eux. Je pense que c'est une très bonne décision que de faire ça, c'est courageux. C'était très courageux. C'était courageux et c'était une bonne décision. Ceux qui l'ont pas fait, à mon sens, ne contribuent pas à l'effort collectif, qui est de dire, tous ensemble, il faut qu'on explique que quand ça a baissé, on le dit, et ensuite on continue parce que il y a encore de beaux taux de rendement à choper pour le futur. Et j'ajoute une chose, c'est que quand vous avez en face de vous un fonds immobilier, ça peut être une SCPI, ça peut être aussi autre chose, par exemple qui double de taille l'année suivante, on est bien d'accord que le risque pris sur des millésimes antérieurs, par exemple des prix qui auraient baissé, ce risque il est considérablement en fait dilué par la dilatation du portefeuille. Donc plus un fonds grandit dans un marché qui baisse, plus c'est désensibilise par rapport à des valeurs historiques. Ça, c'est aussi je ne peux que d'accord avec Nicolas puisque nous sommes dans la même situation. Ok, voici le chiffre. Donc, on vous a posé la question de savoir à partir de quel niveau de rendement vous considériez que c'était intéressant de revenir sur les SCPI. Le chiffre, en moyenne, 5,4%, en médiane, 5,25%. Pourquoi? Parce que il y a quelques acteurs les extrémistes. On a eu des réponses à 7%. Donc voilà. Alors, ce qui est assez drôle, c'est l'argumentaire. Certains évaluent leur prix en faisant OAT+. D'autres nous ont donné comme argumentaire des sujets autour du taux du crédit, en disant, si auparavant on avait un taux de crédit à 1,5% et qu'on avait des SCPI qui rapportaient 4, si maintenant on emprunte à 4, il va falloir qu'on ait un taux beaucoup plus important. Question par rapport à ça, l'effet de levier aujourd'hui pour acheter des SCPI, pour le client final, c'est mort? Je pense pas que ce soit mort et je pense que ça reste un sujet intéressant pour les SCPI qui distribuent des taux au-delà de 6,5-7. Maintenant, c'est vrai qu'il va y avoir une période dans les 2-3 prochaines années où ça va être compliqué d'aller emprunter pour acheter des SCPI. Ok. Autre question maintenant. Vous, en tant que gestionnaire d'actifs, est-ce que vous avez envie de remettre du crédit ou pas, ou est-ce que c'est plus compliqué? Alors ça, je veux bien prendre la question parce que c'est une question tout à fait pertinente et je vais vous faire une réponse qui est un peu... Les autres l'étaient pas. Je vous laisse avec votre question. Non, simplement, parfois la dette en fait est une opportunité, parfois c'est un problème. Quand vous avez une dette qui arrive à échéance dans un environnement actuel et que vous l'avez levée en fait à 1% de taux de rendement, lorsque vous devez refinancer, vous allez avoir un banquier qui va vous dire moins de LTV, enfin moins de financement en quantité, et puis un taux d'intérêt plus élevé. Donc du coup, vous avez un effet massue, c'est le fameux effet dont on parle. En revanche, prendre de la dette aujourd'hui, certes, elle est beaucoup plus chère. On lève de la dette aujourd'hui sur des TEG d'à peu près 5%, sur des fonds professionnels, avec des systèmes d'amortissement ou que sais-je. Vous allez me dire, waouh, 5%, c'est quand même vachement. Enfin, si on a du 8 à côté ou du 10. Mais c'est ça, tout est question en fait de comparatif. Et puis par ailleurs, il faut pas oublier une chose, c'est que une dette, ça se renégocie.
C'est-à-dire que ça peut même potentiellement être un levier supplémentaire en fait de surperformance si les taux devaient rebaisser. Donc, ok, mais ça on est d'accord, c'est valable pour des acteurs qui n'en ont pas aujourd'hui trop. qu'on parle un héritage, qu'on parle un stock en fait à gérer avec des rendements trop bas. Ce que dit Nicolas, c'est que c'est une façon de saisir des opportunités. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait en ce moment, on a intérêt, on collecte bien, mais je pense qu'on devrait collecter beaucoup plus. Voilà. Et comme on aimerait collecter beaucoup plus, pour profiter de ce marché exceptionnel, moi je pense pas que ça va durer longtemps, surtout sur le marché européen, on a déjà une forme d'atterrissage. Alors justement, on va regarder, parce que dans les commentaires qu'on a eu dans le sondage, donc on vous demande vos noms, certains le remplissent, d'autres pas. Je préfère qu'on le remplisse parce que moi on sait qui parle. Il y a quelqu'un donc je ne citerai pas mais que je salue, qui nous dit ouais mais en fait dans la collecte le taux de rendement c'est un sujet important, mais il y a un autre sujet important, c'est le sentiment qu'on a touché le point bas. Et que le vrai redémarrage, ça sera le fait de se dire on est au point bas. Donc, si on regarde la situation européenne, les Européens, ils ont tiré les premiers. Ils ont été beaucoup plus réactifs. Grande-Bretagne, Pays-Bas, etc. Aujourd'hui, dans les évaluations européennes, vous constatez quoi, Gaëla? Nous, on est investi dans 19 pays, Pythagore et Login confondus. Les valeurs de juin déjà commençaient vraiment à être très faiblement baissières par rapport à ce qu'on avait reçu depuis presque un an en fait. Nous on a eu des baisses à partir de septembre 2022, hein, donc ça fait vraiment un an qu'on a des baisses, des corrections sur nos fonds. C'est une forme d'atterrissage, c'est pas encore flat, sauf sur la logistique. Ça y est, logistique, ça bouge plus. Il y a encore quelques baisses sur des classes d'actifs qui n'avaient pas corrigé. Donc nous, la santé, un peu d'hôtellerie, très faiblement, voilà des classes alternatives. Mais globalement, aujourd'hui, la logistique, typiquement, on est considéré au bon prix en Europe, pas en France, en Europe. Voilà. Ok. Est-ce qu'il faut le lire en se disant c'est lié à la situation des taux? C'est-à-dire, moi j'ai entendu l'argument qu'on a dit, c'est-à-dire que aujourd'hui on est un peu gêné sur le 10 ans parce que le 10 ans, tout le monde pensait qu'il allait baisser, il baisse pas. On l'a vu tout à l'heure avec Nadine Trémolière. Non, alors il s'est passé quelque chose d'assez pas amusant mais étonnant cette année, c'est donc il y a eu cette brutale augmentation des taux, donc 0,2 à 3% au 31 décembre entre décembre 21 et décembre 2022. Puis ensuite là, en 2023, l'OAT 10 ans, qui est notre point de repère en France, hein. Nous on regarde aussi le Bund, mais qui est notre repère en France, il n'a pas bougé jusqu'à la dernière augmentation des taux et là il a pris 10%. Et à 3,40 aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais il avait quasiment pas bougé de l'année, donc ça a été assez déstabilisant pour les marchés immobiliers. Hein. On le disait tout à l'heure, on a besoin de savoir ça. Et donc en juin, les nouvelles étaient bonnes. Et les expertises qu'on reçoit en septembre, elles sont encore légèrement correctives. Alors qu'en juin, c'était plutôt... Pour répondre à la question, je pense qu'on n'est pas arrivé au bout de nos peines. Il y a encore un petit peu de baisse devant nous. Il y a des classes d'actifs, comme disait Gaëla, où en fait, on n'est pas loin. Et je suis d'accord sur la logistique. Il y en a qui vont encore souffrir. On n'est pas très loin du point bas. Et je suis assez sensible à ce que dit Nicolas. En fait, les points d'entrée, nous, on considère qu'il faut être sur des points d'entrée systématiques. Il faut entrer à tous les marchés. Parce que c'est comme ça qu'on se crée une performance moyenne. Quand on veut distribuer, c'est le but de ces CPI, de CSC, c'est de faire la distribution. Il ne faut pas faire du market timing. Alors, et pourtant, on peut vous dire qu'on a des CGP qui nous ont répondu en nous disant moi, de toute manière, je suis peinard parce que j'ai tout lourdé au mois de juin et de septembre. Il n'y a pas de génie. Tout le monde, mais s'il y a des génies, quand on regarde les réponses, ici, il y a des génies. Détrompez-vous, Charles. Il y a un mysticisme sur notre travail, je pense. Il y a un vrai mysticisme. Ouais, mais je suis d'accord. Alors, il y a le phénomène des taux. Alors, est-ce que la courbe se pontifie? On a l'impression qu'elle se repontifie alors qu'elle était quand même très chelou. Hein. On avait des taux à 6 mois qui étaient supérieurs aux taux à 10 ans. Donc, on commence à reprendre une pente un peu plus correcte. La deuxième chose, c'est que ce qui peut alimenter aussi le marché de l'investissement à la baisse, donc créer des opportunités pour nous, investisseurs, c'est aussi les sujets de liquidité. Les sujets de liquidité... C'est les vendeurs stressés. C'est les gars qui disent « j'ai besoin de pépettes ». Attention, je parle pas forcément de fonds français, mais des fonds qui arrivent à échéance, des fonds anglo-saxons, des fonds étrangers, qui ont des effets de levier et qui sont en train de mettre sur le marché des actifs et qui devront vendre quoi qu'il arrive. Et là, c'est plus une question de prime de risque, c'est qu'ils doivent liquider quoi qu'il arrive. Et on envoie et on fait de très bonnes affaires sur ce type. Allez, très rapide. Est-ce qu'il faut changer la règle et ne plus réévaluer tous les ans, mais tous les semestres?
Alors moi je dis oui, mais après il faut faire un sondage. Oui, Plutôt favorable. Ouais. Oui. Ça coûte, alors, ça coûte cher ou pas? Le coût est significatif tout de Ça même. coûte un peu, mais le marché bouge tellement vite que je pense que c'est une bonne pratique quand on voit des évolutions de marché de tel type que de le faire. Mais est-ce qu'il ne faut pas justement le circonscrire à des périodes de crise? Alors voilà, c'est ça, exactement. C'est comme la liquidité. Vous parliez de liquidité tout à l'heure, on parle aussi de valorisation. Ça dépend des périodes. Si pendant 50 ans, il n'y a pas de problème, on n'a aucune raison de modifier notre façon de gérer. Mais par contre, il faut effectivement que dans des périodes comme celle qu'on vit aujourd'hui, s'il y en a une à nouveau dans 20 ans, on soit capable, de faire comme dans les autres pays, de vraiment déclencher des gating, donc les fermetures des fonds pour éviter aux épargnants de faire des bêtises. Parce que je considère que voilà ce qui s'est fait depuis le début de l'année, avec des niveaux de baisse qui étaient très faibles, c'est uniquement de la peur et probablement une communication qui a pas été satisfaisante et qui a créé cette anxiété. Mais ça n'aurait pas dû arriver. Et bien entendu, sur les valorisations, de même, s'il y a à nouveau un jour ce type de problème, on pourrait effectivement accroître la fréquence de ces valorisations. Et pour autant, il ne faut pas forcément le faire tout le temps. Et l'AMF a bien joué son rôle en fait. Oui. Moi, je remercie tous les professionnels qui ont joué ce jeu-là, parce que je pense que c'était important pour montrer au marché que c'est pas la Bérésina. Et je pense pas qu'on ait besoin de réguler là-dessus. Je pense que on est capable tous de faire l'effort quand un événement de marché comme celui-là arrive. Je pense qu'il y a une façon de procéder. Le Code monétaire et financier rappelle qu'on doit émettre dans un tunnel de plus ou moins 10% sur une valeur qui a été validée parfois il y a 1 an en arrière, valeur qui a été elle-même calculée sur une valeur d'expertise très antérieure. Donc il peut se passer beaucoup de temps entre la réalité de marché et puis cette fameuse fixation de valeur. Je pense qu'on doit rappeler aux sociétés de gestion de SCPI, parce que les autres fonds sont en VL, que c'est de leur responsabilité fiduciaire que d'émettre tout le temps dans un tunnel de plus ou moins 10%. Et donc, c'est de leur responsabilité de s'assurer que les valeurs d'expertise n'ont pas bougé sur le patrimoine. Si elles ne le font pas, c'est aussi leur responsabilité à assumer vis-à-vis des clients. Et sur les SC, c'est pareil, faire rentrer les clients au bon prix, puisqu'on a une valeur trimestrielle, avec une valorisation trimestrielle, avec une valeur hebdomadaire. Et donc, quand le client y rentre chaque semaine, il doit rentrer absolument au bon prix. Allez, je vous fais la dernière question. Du coup, je vous fais ce que vous venez de me dire, je vous fais un package global entre ma réaction à ce que vous venez de dire et ce que j'avais prévu de vous poser comme question. Collectivement, c'est-à-dire la place, et individuellement, c'est-à-dire vous, acteurs, est-ce que il va pas falloir changer le discours et la communication? Changer le discours, pardon de le dire cash, mais moi, j'ai quand même beaucoup trop entendu la pierre papier, c'est des forts rendements sans risque, y compris quand on l'a fourgué dans des contrats de capitalisation, dans des trésors d'entreprise. Et donc, est-ce que la pierre papier, on ne doit pas changer le discours, et est-ce que finalement, elle ne va pas devenir plus volatile qu'elle n'a été? Autrement dit, se rapprocher, quitter l'univers traditionnel de la SCPI pour se rapprocher tranquillement de l'univers des foncières. Et est-ce qu'il ne faut pas, vu la situation actuelle, réfléchir à la façon dont on communique sur le produit, sur le détail des produits par rapport aux critères? On a parlé de connaître les évaluateurs, comment fonctionner. Aujourd'hui, on va être honnête, personne ne communique véritablement là-dessus. Or, on voit bien qu'il y a dans la sélection des produits des enjeux majeurs là-dessus. Qui a envie d'attaquer? Moi, je pense pas qu'il y ait eu de mis-selling. Parce qu'en fait, on traite de ça en disant, oui, alors les prix ont baissé, les clients sont pas contents, ils sortent, ils n'ont pas compris que c'était un produit pas liquide. On voit en fait l'empilement de normes en fait que les distributeurs, mais aussi les sociétés de gestion en fait assument depuis un certain nombre d'années. Franchement, quand un client rentre dans un produit comme celui-là, il a été filtré, refiltré, refiltré, de telle sorte qu'il a bien compris en fait qu'il était dans un produit qui générait en fait un certain nombre de risques et notamment des problèmes de liquidité. Par ailleurs, dans les communications, de mes confrères, de nous tous, on le voit, on répète à chaque fois, attention, risque, machin, liquidité, performance. Ouais, non, mais d'accord, mais ça, pardon de vous dire la chaussure. Non, mais pardon de vous dire la chaussure. C'est tellement écrit en langage régulateur que ça finit obligation langage, manger 5 fruits et légumes par jour. C'est là, mais c'est là où moi je donne ma position. Mais à un moment, il y a des choses qui sont contre-productives. Il y a quand même quelque chose qui est très facile à lire et qui est sur nos fonds. C'est donc le SRRI. Et on n'est pas un. On est 3, exactement. En moyenne. Ouais. Et en fait, et dans les d'ici, tout est là. Alors nous, on est en plus en stress test sur un de nos fonds, donc on voit bien le DIC qui sert à quelque chose.
avec les différents risques forts, etc. Et ben on est dedans, quoi. Sachant que ça ne traite pas la liquidité. En revanche, le SRRI n'intègre pas la liquidité. Sur les Charles. Pour répondre à votre question, je pense que pour le marché, c'est pas une bonne chose que le marché de la SCPI devienne un marché proche des foncières, parce que en fait, c'est un marché de long terme. C'est de la retraite, c'est de la prévoyance. On s'endette sur 15 ans, on le fait en démembrement 15 ans. Donc en fait, ça n'a pas de sens de faire varier les prix tous les jours, parce que vous créez un stress qui est inutile. Vous ne rentrez pas dans ce produit pour en ressortir 2 ans après. Ouais. Donc c'est un produit long terme, c'est marqué. Nos durées d'investissement sont à 8 ans, 10 ans. Il faut que le souscripteur ait en tête. Et c'est pour ça que si je viens à la deuxième partie de la question qui est chez Iroko, nous on considère que le format de la SCPI, il est au contraire très pertinent, parce que venez chez nous pour prendre du rendement, ne venez pas chez nous pour faire des plus-values tous les ans. Alors, moi, je pense que les sociétés de gestion font très bien leur travail. Et en plus, comme on est extrêmement régulé, effectivement, tous les docs sont nickel, nos posts LinkedIn sont nickel, etc. Mais nos partenaires et leurs clients, pour eux, l'immobilier, ça n'avait pas bougé depuis des décennies. Et donc, voilà. Et donc, c'est effectivement tangible, stable. C'est un actif réel. Et encore une fois, par rapport à tous les sujets qu'on vit aujourd'hui, eh ben, oui, c'est vrai. Et donc, forcément, ça les a encouragés. Et donc là, je vais répondre à Jean-François, à probablement prendre des décisions d'investissement qui n'étaient pas forcément pertinentes. Je pense effectivement à de la trésorerie un peu trop court terme, ou à se dire que si jamais ils en avaient besoin, comme l'assureur portait la liquidité, ou qu'ils avaient un fonds sans frais d'entrée, donc demain ou dans 5 ans, eh ben ils pouvaient en sortir. Et sauf que ils peuvent en vitesse de croisière, mais pas cette année. Ok, merci à tous les trois. Je disais tout à l'heure en introduction, dans les qualités qui étaient souhaitées, j'avais anticipation et réactivité. Je pourrais rajouter adaptabilité. En fait, on va être honnête, on était censé faire une demi-heure, on a quasiment fait 1 heure. C'est les allées directes. Mais cela dit, le sujet me paraissait très important pour vous, dans la situation actuelle, de vous apporter des éclairages techniques, parfois aussi un peu philosophique sur ce qui était en train de se passer. Merci beaucoup Nicolas Kert, Charles Ducé-Leclerc et Gaëla Welgarch d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel et plus encore. Ciao.